Ils sont 19 à être libérés mardi. 10 d'entre eux sont arrivés mercredi à Bangui, la capitale centrafricaine, après 2 mois de captivité aux mains des rebelles. À leur descente de l'avion, ils sont accueillis par une délégation ministérielle. Leur libération est le fruit de plusieurs semaines de négociations entre le gouvernement et leurs ravisseurs. Une négociation menée par les autorités de la Croix-Rouge. Je remercie vraiment tous les acteurs, je dis bien tous les acteurs, que ce soit évidemment d'abord les FACA, les autorités locales, la préfecture, le préfet, finalement les discussions avec le groupe armé, les forces alliées. Je dois dire qu'on a eu d'excellentes collaborations de toutes parts. En attendant l'arrivée des 9 autres soldats, le gouvernement se dit soulagé de cette libération. Ces militaires de l'armée centrafricaine font partie des 20 soldats qui avaient été capturés lors de violents combats le 14 février à Sikikédé, dans le nord. Ils affrontaient la coalition des Patriotes pour le changement, la CPC. Des combats rudes au cours desquels l'état-major de l'armée avait déploré des pertes considérables sans livrer de bilan précis. Après avoir été aux mains des rebelles pendant 2 mois, les soldats libérés sont visiblement en bonne santé. Nous avons pris des dispositions au niveau de l'état-major et le directeur général des services de santé et des services sociaux de l'armée nationale pour s'assurer de leur santé. Il y aura des examens qui vont être faits et après, ce n'est qu'après que nous allons prendre des dispositions pour qu'ils puissent regagner la famille. Désormais, les autorités centrafricaines et la CICR se focalisent sur le dernier otage, le 20e, toujours au Tchad pour des soins médicaux suite à de graves blessures. Selon le gouvernement centrafricain, il aurait reçu une balle et serait en traitement intensif. Il sera envoyé lui aussi à Bangui dès son rétablissement. Face à la montée du racisme contre les migrants d'Afrique subsaharienne en Tunisie, le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale tape du poing sur la table. Mardi, l'institution onusienne a demandé aux autorités tunisiennes de mettre fin au discours haineux contre les subsahariens et dénonce les violents propos tenus par le président Kais Saied fin février. Le CERD est alarmé par les propos tenus par le chef de l'État tunisien fin février, alléguant que des hordes de migrants illégaux en provenance des pays africains subsahariens s'inscrivaient dans un plan criminel visant à modifier la composition du paysage démographique de la Tunisie et étaient à l'origine de violences, de crimes et de pratiques inacceptables. Le discours de Kais Saied avait suscité de vives réactions à travers le monde. Pour le CERD, le président tunisien, par de tels propos, a violé la Convention internationale sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale, convention dont son pays est partie prenante. Au lendemain de ces propos jugés racistes, de nombreux pays d'Afrique subsaharienne ont procédé au rapatriement de leurs ressortissants, victimes entre autres d'agressions physiques, d'expulsion de leur domicile ou encore de leur travail. La Tunisie est devenue pour nous les subsahariens une prison à ciel ouvert. Si tu n'as pas la carte de séjour et que tu n'as pas de droits, il y a les abus de pouvoir. Il y a des agressions, tu ne peux pas aller au poste de police. Des abus dénoncés par le comité onusien pour l'élimination de la discrimination raciale qui a lancé un avertissement aux autorités tunisiennes. Le CERD est profondément préoccupé par une recrudescence des discours de haine raciale ou xénophobes en Tunisie à l'encontre des migrants des pays subsahariens sur les réseaux sociaux et certains autres médias, y compris les discours de haine raciste tenus par des personnalités privées et des partis politiques. Le comité a demandé par ailleurs à la Tunisie de cesser immédiatement les arrestations et les détentions collectives de ces migrants, de libérer ceux qui sont détenus arbitrairement. Début mars, le président tunisien s'était défendu de tout racisme à l'égard des Africains subsahariens après le tollé provoqué par son discours incendiaire. Des centaines de migrants refoulés à la frontière avec l'Algérie. À Assamaka au Niger, chaque semaine, les mêmes scènes se reproduisent.
Des migrants se voient refuser l'accès à la frontière algérienne et s'amassent dans le premier village à la frontière du Niger. Ils sont maliens, ivoiriens, syriens, bangladais ou encore guinéens. On a parcouru ici 15 km pour entrer ici à Asamaka. Une fois ici, il y a la police nigériane qui nous a accueillis pour relever nos empreintes au niveau de leur frontière. Après cela, ils nous ont orientés au niveau de l'OIM. Le centre de transit géré par l'Organisation internationale des migrations est censé accueillir ces migrants en détresse. Le voici. Problème, l'organisation onusienne est débordée par l'afflux et ne prend en charge qu'environ un tiers des refoulés. Résultat, des migrants sont laissés à l'abandon. Il y a beaucoup de gens qui souffrent à l'extérieur. Ils n'ont pas de nourriture, ils ne dorment pas dans un endroit confortable, ils n'ont pas de médicaments, à moins que la Croix-Rouge n'aide les gens à l'extérieur. Des migrants bloqués à la frontière dans des conditions précaires et dont le nombre ne fait qu'augmenter. Une situation qui préoccupe fortement l'OIM. Ses responsables réclament une assistance d'urgence pour ces migrants dans le besoin urgent de nourriture, d'eau potable, d'abri, d'assistance médicale et de protection. Dans un rapport publié mercredi, l'organisation estime qu'ils sont près de 7700 migrants actuellement bloqués au Niger. L'OIM ne peut porter qu'assistance qu'à 1500 personnes. Au fond du bidon, quelques grains de sorgho, à peine de quoi tenir pour 10 jours. Dans le centre de Dadaab, à l'est du Kenya, ils sont nombreux comme ce réfugié à avoir fui la Somalie avec leur famille. À l'origine de ces départs, la sécheresse et l'insécurité grandissante. Nous avons décidé de venir dans ce camp de réfugiés au Kenya après la mort de notre bétail. Nous avons mis une vingtaine de jours pour arriver ici. Nous sommes ici depuis près de 6 mois. Chaque jour, entre 400 et 500 personnes arrivent à Dadaab. Résultat, 350 000 personnes s'entassent ici. La région ressemble de plus en plus à une ville de tentes et les 3 camps de Dagalé, Ifo et Agadera sont bien au-delà de leur capacité d'accueil. À tel point qu'un 4e camp devrait ouvrir dans les mois à venir. Quand nous sommes arrivés ici, nous n'avons pas reçu de carte alimentaire pendant environ 3 mois. Nous n'avions ni eau, ni abri, ni nourriture. Des réfugiés nous ont aidés en nous donnant de quoi manger. Au 4e mois, nous avons reçu une carte d'aide alimentaire et on nous a donné du sorgho. Malgré l'afflux continu de réfugiés, les financements ne suivent pas. L'ONU, qui voudrait ouvrir un camp pour accueillir 80 000 personnes, peine à récolter des fonds. 23 millions de dollars sont nécessaires, mais l'organisation onusienne n'a pour l'instant récolté que 5 petits millions. Nous avons 130 000 nouveaux arrivants. Les conditions étant très difficiles, ces nouveaux arrivants s'installent soit chez des amis ou des membres de leur famille, dans les camps, soit à la périphérie des camps, où ils s'installent spontanément dans la périphérie. Donc les 130 000, nous avons reçu des fonds, mais ils ne suffisent en aucun cas à couvrir tous les besoins de base. Ouvert en 1991 à la suite de la guerre civile en Somalie qui a suivi la chute du régime de Siad Barre, le camp de Dadaab, menacé à plusieurs reprises de fermeture par le gouvernement kényan, a été pendant longtemps le plus grand camp de réfugiés au monde. 40 ans après sa toute première visite, le ministre du Développement et de l'Afrique de Grande-Bretagne dépose à nouveau ses valises au Cameroun. L'honorable Andrew Mitchell, membre du Parlement britannique, est venu échanger avec le ministre des Finances, Luc Motaze, sur l'importance de multiplier les investissements et de nouer davantage des partenariats économiques. Dans une ambiance conviviale de retrouvailles, les deux personnalités vont s'accorder sur les modalités pratiques et financières utiles pour le développement économique des deux États. Je suis très content d'avoir bien échangé avec le ministre des Finances du Cameroun. Nous avons mis un accent sur les investissements qui se présentent ici comme un objectif clair
et commun de nos deux pays frères et amis. Ceci en vue de consolider les liens de coopération entre le Cameroun et la Grande-Bretagne. Un développement économique qui passe principalement par la participation du Cameroun et de la Grande-Bretagne au Forum international des investisseurs prévu en avril 2024. C'est un forum très important pour les deux pays. Ça permettra de faire avancer les investissements pour le plus grand bonheur des populations. Je saisis donc cette occasion pour inviter personnellement à ce grand rendez-vous l'État du Cameroun et particulièrement le ministre ici présent. S'agissant de l'accord de partenariat signé en mars 2021 entre le Cameroun et la Grande-Bretagne, l'honorable Andrew Mitchell rassure l'argentier camerounais de ce que tout se passe dans le respect des clauses pour le bien-être des populations camerounaises et britanniques. Ce partenariat va sans doute permettre d'accroître le niveau de commerce tant au Cameroun qu'en Grande-Bretagne. Nous sommes donc prêts à diversifier et à densifier les échanges commerciaux avec les pays africains, étant donné que nous sommes sortis de la zone Union européenne. C'est avec un air de totale satisfaction que Louis Paul Motazeux et l'honorable Andrew Mitchell vont prendre congé l'un de l'autre, le rendez-vous étant pris pour avril 2024 en Grande-Bretagne. Chaque année, la CNPS organise une kyrielle d'activités relatives à la journée africaine de la prévention des risques professionnels. Le thème retenu pour cette nouvelle édition est « Sécurité et santé au travail à l'épreuve de la sécurité routière, quelle synergie d'action entre les acteurs publics et privés ?» De ce fait, la Caisse nationale de prévoyance sociale veut contribuer à réduire les accidents de la circulation en sensibilisant les travailleurs de la route. Donc, durant tout le mois, la CNPS va organiser des rencontres thématiques avec des acteurs de différents groupes dans le domaine du transport pour les sensibiliser, véhiculer les messages, mais aussi recueillir leurs doléances, leurs suggestions et leurs propositions. Le but est de rassembler les différents acteurs afin d'apporter des réponses concrètes en matière de sécurité routière. L'une des premières solutions mises en avant par la CNPS, garantir une meilleure surveillance des chauffeurs de véhicules. La CNPS intervient déjà dans la réparation, parce que quand un travailleur est victime d'un accident, il faut réparer. Mais vous savez que la réparation ne répare pas tout, c'est une compensation financière. Mais si vous avez perdu un membre, vous avez perdu le membre. La CNPS s'investit dans la prévention. Selon les récentes statistiques du ministère camerounais des Transports, le bilan du nombre de décès suite aux accidents de la circulation reste lourd, même si les chiffres ont nettement régressé. L'on passe de 1588 morts en 2011 à 963 morts en 2021. Si la CNPS réussit à faire adhérer tous les acteurs publics et privés pour mettre en place une synergie d'action, cela permettra d'inverser la tendance. Pour atteindre 0 accident de la route, la CNPS veut garantir la protection des conducteurs, idéal qui nécessite des efforts colossaux et des actions plus efficaces de l'État du Cameroun. Le président tunisien Kais Saïed a rejeté ce jeudi ce qu'il qualifie de diktat du Fonds monétaire international. Le président tunisien fustige l'institution financière internationale qui conditionne l'octroi d'un prêt à la Tunisie à des réformes économiques et à la levée de certaines subventions étatiques. Pour Kais Saïed, c'est inacceptable. L'alternative serait que le peuple tunisien compte sur lui-même. La Tunisie, endettée à environ 80% de son PIB, a obtenu un accord de principe du FMI pour un nouveau prêt de 2 milliards de dollars. Pour l'aider à surmonter la crise financière qu'elle traverse. Mais les discussions sont dans l'impasse, faute d'engagement ferme de Tunis à mettre en œuvre un programme de réforme visant à restructurer plus de 100 entreprises publiques du pays lourdement endettées et lever les subventions sur certains produits de base. L'armée israélienne a déclaré jeudi avoir bombardé le sud du Liban après avoir été visée par des roquettes tirées depuis cette région. Aucune information n'a été donnée sur d'éventuelles victimes. 2 roquettes auraient été tirées depuis le sud du Liban en direction de la frontière contestée avec Israël. L'artillerie israélienne a riposté par plusieurs tirs d'obus depuis ses positions à la frontière sur les abords de 2 villages du sud du Liban. Ces tirs interviennent au lendemain d'une intervention de la police israélienne dans la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem-Est qui a suscité de vives condamnations dans le monde arabe et occidental.
La Russie affirme avoir repoussé mercredi un groupe de saboteurs ukrainiens qui tentaient de s'infiltrer sur son territoire via la région frontalière de Bryansk. Les services de sécurité russes ont annoncé avoir arrêté un pilote ukrainien dont l'avion s'était écrasé dans la région de Bryansk. L'Ukraine n'a officiellement pas reconnu d'opération de sabotage en territoire russe. Les autorités russes ont rapporté ces dernières semaines plusieurs tentatives d'incursion de saboteurs venus d'Ukraine dans les régions frontalières, qui sont aussi régulièrement visées par des bombardements d'artillerie ou des attaques de drones. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné jeudi à ses forces de sécurité de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer la sécurité de la population, tant en Russie que dans les territoires ukrainiens occupés. Les rues de l'Hexagone ne désemplissent pas. Pour la 11e journée de manifestation, les rues ont été de nouveau prises d'assaut par des milliers de manifestants. Face au refus du gouvernement de retirer le texte sur la réforme des retraites, comme le demande l'intersyndicale, les manifestants, eux, restent inflexibles, y compris dans les rangs des jeunes. En fait, finalement, le gouvernement n'aura pas entendu les jeunes parce que finalement, l'annonce des 500 millions d'euros supplémentaires dans le budget des bourses pour l'année prochaine, c'est aussi le résultat en fait, d'une mobilisation des jeunes qui a pris de l'ampleur et un gouvernement qui est de plus en plus fébrile face à cette mobilisation-là. Et donc les jeunes iront jusqu'au bout, à la fois pour le retrait de la réforme des retraites, mais aussi pour leur avenir. Crise de régime, crise de la démocratie, les adjectifs employés par les syndicats ne manquent pas pour qualifier la situation. Au lendemain de la rencontre avec la première ministre Elisabeth Borne, les représentants syndicaux sont descendus en première ligne dans les cortèges. Et c'est parce qu'on voit aujourd'hui que le problème n'est pas réglé. Les gens sont toujours dans la rue. Certains ne sont pas là aujourd'hui, mais nous disent qu'ils reviendront la semaine prochaine. Certains nous disent si jamais le Conseil constitutionnel validait la loi, moi je sors dans la rue pour protester parce que ce serait scandaleux. Prochaine manifestation prévue le 13 avril, la veille de la délibération tant attendue du Conseil constitutionnel qui jugera de la conformité du texte à la Constitution. Une décision qui pourrait être décisive pour la suite de la lutte sociale. On attendra le 14 pour savoir ce que dit le Conseil constitutionnel. Il y a pas mal de scénarios possibles. Et donc en fonction de ça, on avisera en intersyndicale de la façon dont on procède. Mais il n'est pas question, je vous le dis pour la CFDT, de contester la légitimité du Conseil constitutionnel. Parce que quand on commence à faire ça, on conteste à peu près tout. Donc on reconnaîtra la décision comme étant celle du Conseil constitutionnel, qu'elle nous plaise ou qu'elle ne nous plaise pas. Dans les rues de la capitale, la CGT a dénombré près de 400 000 manifestants. C'est 50 000 de moins que lors du précédent rassemblement. En marge des cortèges, des incidents ont éclaté, notamment à Nantes, Lyon ou encore Paris, où le restaurant La Rotonde a été pris pour cible. Emmanuel Macron, en déplacement à Pékin pendant 3 jours, a rencontré son homologue chinois Xi Jinping, qui a accueilli chaleureusement son invité sur un immense tapis rouge et la Marseillaise jouée sur la place Tiananmen. Des marques de respect avant une discussion en tête-à-tête au Palais du Peuple, durant laquelle Emmanuel Macron a évoqué le conflit en Ukraine. L'agression russe en Ukraine a porté un coup à cette stabilité. Elle a mis fin à des décennies de paix en Europe. Et je sais pouvoir compter sur vous, au titre d'ailleurs des 2 principes que je viens d'évoquer, pour ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations. La pression internationale est montée d'un cran sur la Chine pour qu'elle s'implique davantage pour la paix en Ukraine. Si Pékin se dit officiellement neutre, Xi Jinping n'a jamais condamné l'invasion russe ni parlé avec son homologue ukrainien. Cependant, le chef de l'État chinois a appelé tous les partis de la guerre à ne pas aggraver la situation. En ce qui concerne l'Ukraine, la Chine continue d'appeler à des pourparlers en vue d'un règlement. La Chine est prête à travailler avec la France pour exhorter la communauté internationale à faire preuve de retenue rationnelle et à éviter d'aggraver la situation afin d'empêcher que la situation ne devienne incontrôlable. L'une des autres préoccupations mondiales est la menace nucléaire de Poutine. Bien que Xi Jinping ait abordé la question de cette menace posée par la Russie, il n'a pas condamné l'annonce de Vladimir Poutine de déployer un tel arsenal en Biélorussie, contrairement à ce que souhaitait Emmanuel Macron. Néanmoins, il a été formel sur l'utilisation du nucléaire. Nous devons respecter strictement notre engagement solennel de ne pas utiliser d'armes nucléaires et de ne pas recourir à la guerre nucléaire, de nous opposer à l'utilisation d'armes biochimiques en toutes circonstances.
La Russie n'a pas tardé à réagir à cette médiation voulue par la France. Le Kremlin, par la voix de son porte-parole, a déclaré exclure la possibilité d'une médiation chinoise pour stopper les combats en Ukraine, estimant que la situation avec l'Ukraine est complexe et qu'il n'y a pour le moment pas de perspective de règlement politique.